Allez, c'est parti pour la question numéro 1. Les médicaments en vente libre sont toujours sans danger pour la conduite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les médicaments en vente libre, ce sont les médicaments qui sont délivrés sans ordonnance. Et même dans les médicaments sans ordonnance, il peut y avoir des effets sur l'organisme. Par exemple, les médicaments qui sont donnés pour le rhume auront tendance à vous endormir un petit peu. Donc il faut toujours se référer au pictogramme que vous avez sur les médicaments. Vous avez différents niveaux de pictogrammes et plus vous avancez vers cela, moins il sera conseillé de conduire. Donc là, c'était réponse B. Question 2. J'ai le permis depuis 6 mois. Il sera annulé en cas de contrôle positif. Un test de dépistage d'alcool? Oui, réponse A. Non, réponse B. Un test de dépistage de stupéfiants? Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc, j'ai le permis depuis 6 mois. Ça veut dire que je suis jeune conducteur. Si je suis jeune conducteur, ma limite, elle est à 0,2 g par litre de sang. Je perds tout de suite mes 6 points sur mon permis de conduire. Comme je suis jeune conducteur et que je n'ai que 6 mois de permis, je démarre avec 6 points déjà. Donc, ce qui veut dire que si on m'en enlève 6, je n'ai plus rien. Et dans ce cas-là, mon permis est annulé. Donc, en cas de dépistage d'alcool, mon permis sera annulé si je suis jeune conducteur, et ce sera la même chose pour le dépistage de stupéfiants. Ce sera aussi annulé. Donc là, c'était réponse A et C. Question 3. Je peux tourner à droite. Dans la première rue, oui, réponse A, non, réponse B. Dans la deuxième rue, oui, réponse C, non, réponse D. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater comme signalisation? Ce panneau-là, ça annonce qu'il est interdit de faire demi-tour et c'est jusqu'à la prochaine intersection incluse. Donc, à partir du panneau, jusqu'à la prochaine intersection incluse. Ensuite, ici, ça veut dire que c'est interdit de tourner à droite à la prochaine intersection. Ça veut dire à l'intersection qui sera juste après ce panneau-là. Donc, ça sera interdit de tourner ici. On en a la preuve, puisque vous avez vu, là, le CD de passage fait toute la largeur de la route. Donc, ça nous annonce bien que c'est un sens unique. Ok, si on avait eu une interdiction de tourner à droite, il aurait fallu qu'il renouvelle le panneau juste avant cette rue-là. Donc, on a le droit de tourner dans cette rue-là. D'ailleurs, le stop, vous voyez bien, ne fait pas toute la largeur de la route. Hein. Il y a un espace pour pouvoir tourner. Donc là, est-ce que je peux tourner à droite dans la première rue? Non, c'est interdit, donc c'est réponse B. Est-ce que je peux tourner à droite dans la deuxième rue? Oui, je peux le faire. D'accord, ils n'ont pas renouvelé ce panneau-là et le marquage ne fait pas toute la largeur de la route. Donc je peux tourner à droite. Réponse B et C. Question 4. Je peux m'arrêter quelques instants sur le trottoir pour téléphoner. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, normalement, c'est interdit d'aller sur un trottoir, sauf si on a une signalisation qui nous l'autorise. Là, vous avez vu, on a un marquage ici, là et là. Donc, ça veut dire que là, ce sont des zones de stationnement. Donc, on a le droit d'utiliser ce trottoir là exceptionnellement parce qu'il y a la signalisation qui nous l'autorise. J'ai le droit de m'arrêter et de stationner ici. Donc, je peux aussi m'arrêter pour utiliser mon téléphone. Ça ne pose pas souci. Donc là, c'était réponse A.
Question 5. Dans cette situation, j'accélère, réponse A. Je ralentis, réponse B. Je fais un appel lumineux, réponse C. Je klaxonne, réponse D. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici? On peut voir que là, il y a une voiture qui nous dépasse dans un premier temps, hein, vous avez vu. Et ensuite, il y a une autre voiture qui nous dépasse ici et qui va se rabattre tout près de nous. Normalement, elle est censée se rabattre avec une distance minimum entre nous et elle qui est suffisante, une distance de sécurité suffisante. Là, elle se rabat trop tôt. Du coup, elle nous met en danger, aussi bien elle que moi. Donc, pour me remettre en sécurité, il va falloir que je ralentisse moi pour pouvoir reprendre des distances de sécurité correctes entre elle et moi. D'accord ? Si je fais un appel lumineux en plein jour, ça sert à rien. Hein. Le véhicule devant moi ne verra pas forcément plus ce qui se passe. Si je klaxonne, je risque de lui faire peur. Et là, il risque de faire un coup de volant et ça sera dangereux aussi. Donc, le mieux, c'est de ralentir. Donc là, c'était réponse B. À 80 km/h, la distance de sécurité est suffisante, réponse A, insuffisante, réponse B. Ici, nous sommes dans un tunnel et nous pouvons voir un panneau sur notre droite qui nous informe d'un intervalle de sécurité minimum obligatoire entre les deux voitures de 100 mètres. Alors, une petite précision, ce panneau-là, c'est à l'arrêt et en circulation. En fait, à n'importe quelle allure, que vous soyez arrêté ou en circulation. Alors comment savoir si j'ai mes 100 mètres? Eh bien, il y a une astuce à savoir, et ça, vous devez vraiment le noter. Je vous conseille de l'apprendre par cœur, vraiment, parce que ça va vous aider dans beaucoup de questions. Il faut qu'il y ait au minimum 2 bandes d'arrêt d'urgence. Je m'explique. Une bande d'arrêt d'urgence, là, ça fait à peu près 39 mètres. L'intervalle fait 13 mètres. Donc de nouveau 39 mètres, et puis encore un intervalle, ce qui est l'idéal. En fait, en résumé, et ça vous devez vraiment le savoir, je vous le dessine, cette distance-là, les 2 bandes d'arrêt d'urgence, ça vous fait un minimum de un peu plus que 90 mètres, mais on va arrondir à 90 mètres, ça vous fait 90 mètres d'intervalle. D'accord ? Donc comme il y a encore un petit intervalle ici, là, à le rajouter, vous avez sans vos problèmes vos 100 mètres. Donc, la réponse, distance de sécurité, là, ici, est suffisante, puisque vous avez bien vos 2 bandes d'arrêt d'urgence pour respecter les 100 mètres. Réponse A. Question 7. Vérifiez l'angle mort avant de partir. Évite de surprendre. Réponse A. Évite d'être surpris. Réponse B. Évite l'usage du clignotant. Réponse C. Alors, contrôler un angle mort avant de quitter un stationnement, ça permet d'évaluer le nombre de véhicules qui arrivent sur les différentes voies, parce qu'il peut y avoir une voie et puis une deuxième voie de dépassement, par exemple. Souvent dans le rétro-gauche, on voit la voie qui est juste à côté, mais assez loin, pas une distance assez proche, et on voit encore moins la deuxième voie qu'il pourrait y avoir sur la zone de dépassement. Il pourrait y avoir un véhicule qui veut se rabattre, et moi je m'engage à ce moment-là, et ça deviendrait très dangereux. Donc dans tous les cas, de toute manière, il faut contrôler le rétroviseur intérieur, le rétroviseur extérieur et l'angle mort, les 3 choses, avant de mettre un clignotant.
d'accord? Et ensuite, une fois que j'ai contrôlé tout ça, j'ai mis mon clignotant, mais en même temps que je m'engage, je revérifie une dernière petite fois. Donc tout ça, ça permet d'éviter de surprendre les autres usagers, mais aussi nous d'être surpris. Dans tous les cas, je mets mon clignotant. Donc là, c'était réponse A et B. Question 8. Avant d'entrer dans ce passage étroit, je klaxonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc le passage est étroit, on n'a aucune visibilité vers l'avant. Donc si on s'engage et qu'il y a un autre véhicule qui arrive en face, on va vraiment être en difficulté pour pouvoir dégager ce virage. Donc là, dans cette situation, je klaxonne avant de m'engager pour éviter d'être en difficulté dans le virage. Est-ce que je ralentis? Eh bien oui aussi. Au cas où un autre véhicule arriverait en face, je dois être capable de m'arrêter suffisamment tôt pour le laisser terminer son virage et pouvoir sortir de cet endroit qui est assez étroit. Donc là, je klaxonne, oui, réponse A. Je ralentis, oui, réponse C. Question 9. Mon meilleur ami est en retard. Il me demande de passer. Je m'arrête, oui, réponse A. Non, réponse B. Alors on constate que là, le feu est clignotant, donc la barrière est encore en hauteur, mais dans quelques secondes, elle va commencer à descendre. À partir du moment où j'ai un feu rouge, qu'il soit fixe ou clignotant d'ailleurs, je dois absolument m'arrêter. D'accord? Je n'accélère pas pour passer. Même si je suis en retard ou que mon passager, comme c'est le cas, me demande de passer. Je ne l'écoute pas et je m'arrête. Il faut savoir quand même qu'au niveau des passages à niveau, on a fait état de 150 collisions par an, à peu près, et ça cause quand même le décès de 30 personnes. C'est quand même pas négligeable. Et c'est surtout la cause principale, c'était des gens qui avaient peur d'être en retard et qui passent le passage à niveau pensant avoir le temps. Donc là, c'était je m'arrête, oui, réponse A. Question 10. Je circule à la bonne allure. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc, on peut voir que nous sommes sur une route à deux chaussées séparées par un terre-plein central avec une limitation de 130 km/h. Donc, nous sommes sur l'autoroute. On a une confirmation avec ce panneau-là qui est bleu. On voit que les essuie-glaces sont en fonctionnement. On voit même dans le rétro qu'il pleut bien, on voit pas beaucoup derrière, et à l'avant aussi il pleut. Donc sur l'autoroute, quand je suis limité à 130 km/h par temps normal, dès que il y a de la pluie, la limitation est abaissée à 110 km/h, d'accord? Moi là actuellement je roule à 130 km/h, donc mon allure n'est pas bonne. Donc là je dois abaisser ma vitesse et réduire mon allure. Donc est-ce que je circule à la bonne allure? Non, réponse B. Question 11. La nuit, les usagers roulent souvent plus vite que la vitesse autorisée parce que la circulation est plus fluide. Réponse A. Le risque d'accident est plus faible. Réponse B. La perception du risque est faussée. Réponse C.
Les usagers de la route ont tendance à rouler plus vite la nuit, parce que la route elle est plus fluide, et ils ont une perception aussi du risque qui est faussée, parce qu'il y a moins de circulation, moins de contrôle routier, donc ils ont plus un sentiment de liberté en fait. Donc là c'était réponse A, la circulation est plus fluide, réponse A, et puis C, la perception du risque est faussée. Question 12. L'obtention du permis B permet de conduire une voiture à boîte automatique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une voiture à boîte manuelle. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, le permis B autorise la conduite d'un véhicule qui ne comporte pas plus de 9 places, c'est-à-dire conducteur compris. Donc, vous avez droit finalement à 8 passagers. Ensuite, avec un PTAC qui ne dépasse pas 3,5 tonnes. Avec le permis B, ça vous autorise à conduire aussi bien la boîte automatique que la boîte manuelle. Vous pouvez conduire les deux. Pourquoi ? Parce que la boîte automatique, c'est plus facile à conduire que la boîte manuelle. Donc, si vous êtes capable de conduire une boîte manuelle, vous pourrez conduire une boîte automatique. Par contre, ceux qui passent le permis B, mais en véhicule automatique, donc ça s'appelle là le permis BEA, et bien ces gens-là ne pourront conduire que une boîte automatique, sauf si ils suivent ensuite une formation de 7 heures en auto-école, et suite à cette formation-là, ils pourront conduire aussi une boîte manuelle. Donc là, c'était réponse A et C. Question 13. Circulant avec un taux d'alcoolémie de 0,5 g d'alcool par litre de sang, le risque d'avoir un accident mortel est multiplié par 2, réponse A, 10, réponse B, par 35, réponse C. Donc ceux qui l'ont révisé, je pense que ça va être bon pour vous. Là, quand on a un taux d'alcoolémie qui est de 0,5 g d'alcool par litre de sang, le risque d'avoir un accident est multiplié par 2. C'est réponse A. Si vous ne savez pas, pareil, une petite fiche, c'est obligatoire, il faut le savoir. Donc réponse A. Question 14. En ville, rouler à 50 km/h et en 4e vitesse est économique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors je vous confirme, rouler à 50 km/h et mettre la 4e au lieu de la 3e, c'est plus économique. Bon, évidemment, vous pouvez pas le faire partout. Il faut qu'il y ait un minimum de visibilité vers l'avant, avec une route assez large, et pas trop de trafic ou de piétons sur les côtés pour pouvoir anticiper. Ça, vous verrez, votre moniteur vous apprendra à le faire en fin de formation. Pourquoi ? Parce qu'en début de formation, c'est pas facile de tout anticiper. Ça sera plus en fin de formation. Mais vous pouvez rouler en 4e en ville. Donc là, c'était réponse A. Question 15. Je circule à 50 km/h. Changer de voie le temps de dépasser est autorisé. Réponse A. Interdit. Réponse B. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? On voit les pointillés larges et resserrés. Et on a aussi le panneau qui nous dit « véhicule lent ». Donc, nous sommes ici dans une voie réservée pour véhicule lent. Petit rappel, la voie réservée pour véhicule lent,
elle est faite pour ceux qui circulent jusqu'à 60 km/h. Donc, voilà, jusqu'à 60 km/h. Ce qui veut dire que si je suis à 50 km/h, je peux circuler. Si je suis à 60, je peux circuler. Si je suis à 65, je ne peux pas circuler dans cette voie-là. Alors, même si je circule en dessous de cette limitation de vitesse, parce qu'on me dit que je circule à 50 km/h, eh bien, j'ai quand même le droit de sortir le temps de faire un dépassement, juste le temps d'effectuer un dépassement. Ensuite, je dois revenir tout de suite dans ma voie réservée. Bien sûr, ça c'est à condition de céder le passage aux autres véhicules qui circulent sur mes voies à gauche, mais là il n'y a personne. Je ne dois pas les obliger à changer de voie pour moi m'écarter ensuite. Je ne dois pas les gêner dans leur circulation, je ne dois pas les faire ralentir. Ok ? Et ensuite, si je circule toujours à 60 ou moins de 60 km/h, eh bien je dois revenir dans ma voie pour véhicule lent. Donc là, c'était réponse A. Question 16. Avant de quitter ma voiture, je vérifie qu'aucun objet convoité n'est visible. Oui, réponse A. Non, réponse B. Évidemment, si vous voulez pas vous faire forcer la voiture, ni casser une vitre, d'ailleurs, je vous conseille fortement de cacher vos objets de valeur qui peuvent intéresser du monde. Donc là, c'était réponse A. Question 17. Ce bouton permet d'activer ou de désactiver le frein de stationnement. Réponse A. Le régulateur de vitesse. Réponse B. L'aide au stationnement. Réponse C. Donc si vous avez un doute sur ce genre de réponse, revoyez un petit peu tous vos symboles, et s'il faut, comme je vous le conseille dans la formation, dans les astuces pour bien progresser, s'il faut, faites-vous des petites fiches avec les symboles et puis la petite définition qui est à côté. L'idéal même, c'est de faire la fiche avec le symbole au recto, et au verso, vous mettez la définition. Comme ça, dès que vous voyez le symbole, vous essayez de vous rappeler ce que c'est, et puis vous vérifiez en retournant votre fiche pour voir si vous la savez ou pas. Alors, ce symbole-là, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça permet d'activer ou de désactiver l'aide au stationnement. Alors l'aide au stationnement, comment ça fonctionne ? Vous avez maintenant sur les nouvelles voitures carrément les petites caméras infrarouges, et donc ça permet de détecter si vous approchez ou pas d'un obstacle. Plus la lumière se rapproche de la voiture, plus on est proche. Là, ça va, il y a encore de la distance, et dans cette zone-là, on est très proche. Dans cette zone-là aussi, on est très proche d'un obstacle. Sur certaines voitures, celles qui n'ont pas de ce genre de caméra-là, vous avez, vous savez, le petit bip, 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 puis le bip continue quand on commence à être très proche d'un obstacle. Donc là, c'était réponse C. Question 18. Ce panneau indique que la vitesse est contrôlée durant toute la traversée du chantier. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, parce qu'il y a beaucoup trop d'accidents au moment des travaux, dans les zones de travaux, ils ont décidé de mettre des radars aussi pendant le chantier, donc dans la longueur du chantier, d'accord, sur toute la longueur. Donc il peut même y en avoir plusieurs, parce que des fois ça dure plusieurs kilomètres les zones de chantier. Donc ça peut être à l'approche du chantier, pendant la zone de chantier et même à la fin de la zone de chantier. Donc c'est réponse A. Question 19. L'utilisation de la caméra de recul dispense d'utiliser les rétroviseurs. Oui, réponse A. Non, réponse B. De se retourner. Oui, réponse C.
Non, réponse D. Alors, la caméra de recul, c'est une aide à la conduite. Mais attention, elle ne remplace pas tout. C'est seulement un plus en fait, parce qu'il faut quand même se retourner pour regarder un peu partout. C'est important parce que vous ne verrez pas tout dans une caméra de recul, tandis que quand vous vous retournez, vous avez quand même un meilleur champ de vision et une meilleure appréciation des distances, d'accord? Donc, ça permet aussi de voir plus loin aussi avec notre regard direct. Il faut aussi utiliser les rétroviseurs et ne pas hésiter à se retourner. Donc là, on nous demande l'utilisation de la caméra de recul dispense. Alors, dispense, ça veut dire qu'on n'a plus besoin de faire les choses. Donc, est-ce qu'on n'a plus besoin d'utiliser les rétroviseurs grâce à la caméra de recul? Non, il faut quand même les utiliser. Est-ce qu'on n'a plus besoin de se retourner? Non plus. Est-ce que ça nous dispense de se retourner? Non. Donc là, c'était réponse B et D. Question 20. Mes balais d'essuie-glace sont usés. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc on peut voir que c'est flou, on voit même toutes les traînées, vous avez vu ici. Donc quand ça laisse des traces sur le pare-brise, oui, les essuie-glaces sont usés. Ici, ils sont même extrêmement usés. Donc c'est réponse A. Question 21. Je dois être prêt à m'arrêter à l'intersection numéro 1. Oui, réponse A. Non, réponse B. Numéro 2. Oui, réponse C. Non, réponse D. Là, vous avez vu, vous avez une même image. Vous arrivez sur une intersection, là, avec une intersection qui est un peu plus loin. Et puis, une signalisation qui vous annonce quelle est la règle de priorité de passage au niveau de l'intersection. Ici, on nous annonce que c'est une priorité à droite. Donc, je devrais laisser passer ceux qui viennent de droite, obligatoirement. Ici, on me dit que je suis sur une intersection où je suis, vous avez vu, j'ai le gros trait par rapport aux petits traits qui sont sur les côtés. Donc si je continue tout droit là, on ne voit pas la route d'en face, mais si je continue tout droit, je suis prioritaire. Donc là, c'est une priorité à droite, et là, je suis prioritaire. Donc on peut se dire que priorité à droite, là, je me tiens prêt à m'arrêter à l'intersection, d'accord? Parce que s'il y a une voiture qui arrive, je dois la laisser passer. La photo numéro 1, oui. Là, on me dit que je suis prioritaire à cette intersection, mais regardez le contexte. Qu'est-ce qui se passe? On a de la neige un peu partout, on n'a pas de visibilité sur ceux qui viennent de droite, et en plus de ça, vous avez vu l'état du sol, il a l'air verglacé. Donc il y a un fort risque que la personne qui va arriver là, qui aura soit un stop, soit un cédé de passage, je ne sais pas, peut-être qu'elle va glisser à l'intersection, d'accord, et se retrouver, moi, quand je vais vouloir passer, si elle glisse, elle glisse, elle glisse, elle glisse, on va finir par se taper, d'accord? Et moi, j'aurai pas de quoi freiner en urgence non plus, parce que vous avez vu l'état du sol. Donc, dans ce contexte-là, quand on est sur une route avec cet état d'enneigement-là, je m'apprête toujours à m'arrêter quand je vois un véhicule qui arrive sur le côté, au cas où il perd de la maîtrise de son véhicule. Donc là, c'était oui aux deux, du coup. Je m'apprête à m'arrêter à l'intersection, oui, parce que là, c'est une priorité à droite. À la numéro 2 aussi, parce que c'est pas une priorité à droite, mais s'il glisse à l'intersection, c'est pour éviter l'accident uniquement. Donc réponse A et C. Question 22. J'accélère toujours fortement pour m'insérer sur l'autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Là, nous sommes sur une voie d'insertion. Parce que là, c'est un axe rapide. Vous avez vu, il y a 3 voies ensuite dans mon sens de circulation. Quand je vais arriver sur une voie d'insertion, en règle générale, le but, c'est d'avoir toujours la même allure que les autres véhicules. C'est pour ça qu'on a tendance à l'appeler, à tort d'ailleurs, la voie d'accélération. Mais des fois, il ne faudra pas accélérer. Si ici, vous avez un bouchon avec énormément de trafic et que ça roule à 10 km/h ou 20 km/h, vous n'allez pas accélérer fortement, ça serait même dangereux. Donc, en fonction de la situation, il ne faudra pas accélérer fortement. Pareil, si vous avez un poids lourd qui est juste ici, par exemple, là, vous avez la voiture rouge, et à ce niveau-là, vous avez un poids lourd, vous n'allez pas décider de passer devant le poids lourd, parce qu'en plus de ça, il y a encore un autre véhicule devant, c'est pas possible. Vous allez donc passer derrière. Et si la voie d'insertion, déjà, là, il n'y avait pas un gros virage derrière, vous allez déjà arriver à une bonne allure dans cette voie d'insertion. Vous arriverez peut-être même dès le début à la même allure que ce poids lourd. Et là, vous n'allez pas non plus accélérer, mais vous allez rester derrière. Je prends un peu le temps de vous expliquer tout ça, parce que ça vous sera utile pour la conduite plus tard. Là, vous avez vu d'ailleurs, on est déjà à 100 km/h. Je vais pas accélérer fortement pour m'insérer, parce que j'ai déjà quasiment la bonne allure pour m'insérer. Donc c'était bien réponse B. Question 23. Je m'arrête au feu, réponse A. Je m'arrête au milieu de l'intersection, réponse B. Je m'engage, réponse C. Alors, en règle générale, quand on doit tourner à gauche, on doit laisser passer ceux d'en face. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu, il y a les voies ici pour aller tout droit, et la voie pour aller à gauche. Ceux qui vont tout droit ont leur propre feu. Vous avez vu là? Voilà, ça c'est le feu pour aller tout droit. Nous, on a notre feu qui est ici, qui est pour aller à gauche. Quand on a un feu qui n'est que pour notre voie, donc là en l'occurrence pour aller à gauche, ça veut dire que je peux tourner à gauche directement sans laisser passer en face parce que ceux d'en face auront le feu rouge. Attention, ne confondez pas, si j'avais pas eu le feu vert là et que le feu rouge avait été mis ici, donc par exemple je vous refais l'intersection, je prends un peu de temps parce que souvent en conduite, ça vous embête ce genre de choses, vous avez un petit peu de mal à savoir quoi faire. Donc si vous avez cette situation-là, avec un feu ici et un feu là, d'accord? Ça veut dire que là, ces feux-là sont valables pour les 3 voies, les 2 pour aller tout droit et celle pour aller à gauche. Dans ce cas, si le feu avait été vert pour les 3 voies, il aurait fallu que je laisse passer ceux d'en face avant à mon tour de tourner à gauche. Attention à bien faire la différence. Ici, vous avez un feu qui est uniquement pour vous. Ceux qui vont tout droit ont le feu rouge. Moi, j'ai mon feu qui est pour tourner à gauche. Je peux y aller directement. Donc là, c'était réponse C. Je m'engage. Je ne m'arrête ni au niveau du feu, ni au milieu de l'intersection. C'est je m'engage directement. Vous savez vraiment, je vous conseille d'aller voir ma deuxième chaîne de conduite où on voit plein de situations différentes. On vous apprend à bien observer en temps et en heure, à savoir quoi observer. On analyse aussi quelles sont les meilleures décisions possibles à prendre en fonction de la situation. Donc ça va vous donner de l'expérience aussi bien au niveau du code pour pouvoir par exemple répondre correctement sur le thème du conducteur, mais ça va vous aider aussi en conduite. Ça vous évitera de prendre des heures supplémentaires en conduite, que vous aurez déjà de l'expérience et vous aurez déjà une sensation de déjà-vu avant de commencer votre conduite. Commencez même avant de conduire, c'est l'idéal. Comme ça, vous avez déjà de l'expérience. Alors, je vous mets le lien de cette chaîne en fin de vidéo. Vous pourrez cliquer dessus et commencer à voir déjà les premières vidéos que j'ai faites. Question 24. Un motard me dépasse puis tend la jambe droite. Cela signifie qu'il est mécontent. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, quand un motard vous dépasse et qu'il vous tend la jambe droite, c'est pas parce qu'il est mécontent. C'est parce que s'il vous fait un signe de la main, là, ici, avec sa main droite, déjà dans un premier temps, il va lâcher le guidon, donc il prend des risques. Et en plus de ça, quand il va lâcher la poignée à droite, ça va lui faire lâcher l'accélérateur. Et donc, il va reperdre de la vitesse et il risque de vous gêner et de se mettre en danger. C'est pour ça que il dit merci avec son pied droit. Parce que là, au pied droit, c'est la commande du frein. Donc, réponse B. Question 25. Le véhicule gris crée une zone d'incertitude. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je fais un appel lumineux. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir à propos de cette voiture grise-là? On peut voir qu'elle est arrêtée sur la bande cyclable, qui est ici, ici, là, d'accord? Ici, elle est arrêtée au niveau d'une sortie de quelque chose qui est privé, d'un magasin, je sais pas trop ce que c'est. Elle a encore ses feux stop qui sont allumés et on devine les feux de croisement vers l'avant. Donc on se doute bien qu'elle ne va pas rester ici. On ne sait pas combien de temps elle va rester là. Donc là, ça devient un danger supplémentaire. En plus, elle n'a pas mis de clignotant ni à droite ni à gauche, donc on manque vraiment d'informations. Donc que va-t-elle faire? Est-ce que en sortant, elle s'est arrêtée 2 secondes pour me laisser passer et puis elle va s'engager derrière? Ou est-ce qu'elle est arrêtée parce qu'elle est au téléphone? Est-ce qu'elle s'est arrêtée? Est-ce qu'elle va ouvrir sa portière? Tout ça, je ne sais pas. Où est-ce qu'elle va s'engager? Je n'en sais rien. En plus de ça, il y a un danger, il y a un véhicule derrière. Donc, ce véhicule gris crée bien une zone d'incertitude. Une zone d'incertitude, c'est quand on ne sait pas comment va se dérouler l'avenir. Et là, je n'ai aucune idée de son intention. Donc, c'était bien la A. Est-ce que je fais un appel lumineux? Ici, il est quand même préférable de prévenir de mon arrivée. Il fait un peu sombre, vous avez vu d'ailleurs, elle a mis ses lumières. Le véhicule derrière aussi a mis ses lumières. Donc, comme il fait un peu sombre, faire un appel lumineux, ça va permettre d'alerter ce conducteur que j'arrive et donc qu'il fasse plus attention, qu'il ouvre pas sa portière par exemple, ou qu'il ne s'engage pas juste devant moi. Donc c'était réponse A et C. Je démarre. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour savoir si on démarre, on observe là le tableau de bord et on voit tout de suite le voyant rouge là qui nous informe que il y a quelqu'un qui n'a pas mis sa ceinture de sécurité. Donc je ne peux pas démarrer avant que ce voyant soit éteint, c'est-à-dire que tout le monde ait mis ses ceintures de sécurité. Réponse B. Question 1. Le véhicule blanc est arrêté pour discuter avec le piéton. Je serre à droite et je ralentis. Réponse A. Je ralentis et je serre à droite. Réponse B. Je fais un appel de phare. Réponse C. Je klaxonne. Réponse D. Alors ici vous avez un véhicule blanc qui est arrêté en train de discuter avec un piéton. Vous avez remarqué, la route est très très étroite. D'ailleurs, il n'y a même pas de signalisation, pas de marquage au sol qui sépare les deux voies parce que la route est trop étroite. Donc pour se croiser, il va forcément falloir se serrer à droite. Mais qu'est-ce qu'on constate? C'est que l'accotement, est vraiment endommagé et plein de boue. Donc il y a des trous, des ornières et plein d'eau. Donc là, c'est un énorme risque de perte de contrôle du véhicule. Ce qui fait que je dois absolument ralentir avant de me serrer à droite. De toute manière, il faut faire ça dans toutes les situations, même s'il n'y avait pas eu d'eau ici. Pourquoi? Parce qu'il peut très bien y avoir sur l'accotement là un trou sur le bord ou même des débris de verre qu'il peut y avoir ou des bouts de ferraille. Et là, si vous roulez dessus, vous pouvez endommager votre véhicule.
et abîmer la direction ou éclater un pneu. Donc dans tous les cas, je ralentis et je serre à droite. Réponse B. Question 28. En franchissant cette ligne continue, je risque une amende forfaitaire de 135 €, réponse A, une suspension de mon permis de conduire, réponse B, un retrait de 3 points sur mon permis de conduire, réponse C, un retrait de 6 points sur mon permis de conduire, réponse D. Donc en franchissant cette ligne continue, vous risquez une amende forfaitaire de 135 €, un retrait de points de 3 points sur votre permis de conduire, mais aussi une suspension, d'accord, pour une durée maximale de 3 ans. Donc là, c'était réponse A, B, C. Question 29. Suite au contrôle technique, une vignette figure obligatoirement sur le pare-brise. Oui, réponse A, non, réponse B. Donc là, c'est suite au contrôle technique. Attention parce que des fois, vous avez des questions où on vous demande est-ce que la vignette est toujours obligatoire du contrôle technique. Et on vous précise pas si c'est après un contrôle technique ou pas. Dans ce cas-là, c'est pas toujours obligatoire parce que les premières années, vous savez qu'il n'y a pas de contrôle technique. Attention à la subtilité. Bon, là, on nous précise que c'est suite au contrôle technique. Donc, une vignette figure obligatoirement après le contrôle technique, comme celle-ci, sur le pare-brise. On doit la mettre sur le côté droit du pare-brise, d'accord? En bas à droite, de manière à ne pas gêner la visibilité du conducteur. Et comme ça doit être visible aussi à tout moment en cas de contrôle de force de l'ordre. D'accord? Donc là, c'était réponse A. Question 30. Mon angle de vision à l'arrêt est d'environ 80 degrés, réponse A, 180 degrés, réponse B. Mon angle de vision à 130 km/h est d'environ 60 degrés, réponse C, 120 degrés, réponse D. Alors, à l'arrêt, la largeur d'un champ de vision est de 180 degrés. Alors, la largeur, elle se rétrécit, plus vous allez aller vite, plus ça va se rétrécir. Donc, pour exemple, à 30 km/h, mon angle de vision, il est plus que de 120 degrés. Ensuite, à 80 km/h, il est plus que à 60 degrés. À 100 km/h, il est à 45 degrés. Et enfin, quand je suis à 130 km/h, mon angle de vision réduit à 30 degrés. Ça, c'était pour répondre aux questions qu'on me pose sous les commentaires. Il y en a qui m'ont demandé, donc voilà, je vous donne un peu plus d'informations. De ce fait, certains indices vont progressivement échapper au conducteur au fur et à mesure que vous allez rouler de plus en plus vite. Donc il va falloir que votre œil soit de plus en plus mobile pour compenser ça. Donc mon angle de vision à l'arrêt est d'environ 180 degrés, réponse B, et à 30 km/h, il est d'environ 120 degrés, d'accord? Réponse D. Question 31. Ce voyant s'allume en circulation, il indique un manque de pression d'huile. Oui, réponse A, non, réponse B. Je m'arrête immédiatement, oui, réponse C, non, réponse D. Alors, lorsque le voyant est rouge,
ça m'indique un danger grave avec un arrêt obligatoire et immédiat. Ce symbole-là de burette d'huile indique un manque de pression d'huile. Donc cela peut venir soit d'un manque d'huile, mais aussi d'un problème de pompe à huile défectueuse. Donc ce qui veut dire que la pompe à huile, elle va alimenter votre moteur en huile. D'accord ? Si vous roulez avec un moteur qui manque d'huile, vous allez casser votre moteur, en résumé, pour simplifier. Donc il faut surtout pas rouler avec un manque de pression d'huile. Donc après s'être arrêté, il faut compléter le niveau, puis aller voir un garagiste pour trouver la fuite, parce que ce n'est pas normal que vous perdiez de l'huile à ce point-là. Donc réponse A et C. Je devrais payer si je continue tout droit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je prends la voie de droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Eh bien ici, il faut observer les panneaux. Et on a une précision importante. C'est que là, il y a écrit péage. Ce qui veut dire que là, si je reste sur l'autoroute 133, donc direction Paris, j'ai 2 flèches possibles, ces 2 voies-là, je suis donc dans ce panneau-là. Et à 500 mètres, je pourrais aller direction Paris, Orléans, Évreux, Louviers, et j'aurai un péage, d'accord ? Si j'utilise la voie de droite, direction Oissel, Saint-Étienne, là, j'ai aucune indication de péage. Donc ici, je ne devrais pas payer dans la voie de droite. Donc je devrais payer si je continue tout droit. Oui, réponse A. Si je prends la voie de droite, non, réponse D. Question 33. L'éthylotest permet de connaître le taux exact d'alcool. Oui, réponse A. Non, réponse B. En fait, il faut connaître la différence entre l'éthylotest et l'éthylomètre. L'éthylotest permet donc, lui, juste de savoir si c'est positif ou pas. C'est juste un test, positif ou pas. L'éthylomètre, dans mètre, et en fait c'est mesure mètre, hein. On mesure la distance ou on mesure une quantité, mais c'est mesure mètre. Donc dans l'éthylomètre, là on mesure vraiment la quantité d'alcool. Donc là, est-ce que l'éthylotest permet de connaître le taux d'alcool exact, hein, le taux exact d'alcool? Non, réponse B. Question 34. Le premier acte sur les lieux d'un accident est d'alerter les secours, réponse A, de protéger les lieux, réponse B, de secourir les blessés, réponse C. Donc la première chose à faire quand on arrive sur les lieux, c'est de protéger. Donc on sécurise les lieux pour éviter qu'il y ait un nouvel accident, donc un suraccident. Donc qu'est-ce qu'on fait? On allume les feux de détresse, on met le gilet de sécurité, on met le triangle de présignalisation, vous vous rappelez, à 30 mètres au moins de l'accident. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais évaluer l'état général des victimes pour pouvoir alerter. Donc une fois que j'ai protégé, que j'ai observé l'état des victimes pour appeler, pour alerter, je vais ensuite pouvoir secourir. Et ça doit se faire vraiment dans cet ordre-là. Donc le PAS, c'est un moyen mémotechnique de retenir. PAS, P-A-S, protéger, alerter, secourir. Donc la première chose à faire, c'est de protéger les lieux. Réponse B. Question 35. Lorsque j'installe un enfant, je vérifie l'ajustement du harnais de sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'ajustement de la ceinture de sécurité. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors en effet, il faut bien vérifier si le harnais, ce qui tient là, de sécurité, est bien fixé, et si la ceinture de sécurité est bien ajustée aussi. D'accord? Il faut vérifier les deux. Donc là, c'est réponse A et C. Question 36. Nous sommes le 16 du mois, je peux stationner du côté impair des maisons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc si vous avez du mal avec les stationnements, revoyez la vidéo que j'ai faite exprès pour vous, donc ça vous aidera beaucoup sur les stationnements, surtout sur les pairs et impairs. Quand vous avez les deux dates sur un même panneau, c'est une histoire de stationnement alterné, donc c'est une histoire de quinzaine, c'est-à-dire entre le 1 et le 15, et le 16 et le 31, savoir de quel côté je stationne. Alors quand la date, vous êtes entre le 1 et le 15, par exemple je suis le 3 du mois, donc le 3, c'est bien la première quinzaine. Vous avez le droit de stationner du côté impair des maisons. Ok, c'est le petit moyen pour retenir ça. Hein. Je vais assez vite parce que j'ai fait des vidéos là-dessus, regardez-les. Si je suis entre le 16 et le 31, donc comme là, le 16, hein, le 16 là, ce chiffre-là, c'est un chiffre pair. Donc j'ai le droit du côté pair des maisons. Ok? Donc nous sommes le 16 du mois, je peux stationner du côté impair des maisons. Non, c'était du côté pair. Question 37. En cas de pic de pollution, la limitation de vitesse peut être abaissée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, en cas de pic de pollution, oui, on va baisser les vitesses. Vous avez vu, il y en a plusieurs dans l'année, hein, et malheureusement, je pense qu'à cause du réchauffement climatique, on va être de plus en plus sensible aux pics de pollution, à cause des chaleurs aussi, et donc il va falloir réduire notre vitesse à ces moments-là. Donc oui, c'était réponse A, oui. Question 38. La résistance de l'air est pratiquement 2 fois plus importante à 130 km/h qu'à 90 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Et oui, c'est vrai. Et c'est pour ça que quand on vous dit de rouler moins vite sur l'autoroute pour limiter la pollution, ça a une influence importante. Parce que si la consommation moyenne d'un véhicule est à peu près de 5 litres au 100 à 90 km/h, eh bien, elle sera de 8 litres au 100 à 130 km/h, donc presque 2 fois. Donc c'était réponse A. Question 39. Les feux de croisement éclairent plus loin. À droite, réponse A. À gauche, réponse B. Donc en effet, hein, comme vous pouvez le voir, les feux de croisement éclairent plus loin sur la droite et un peu moins sur la gauche. Vous savez, c'est pour éviter d'éblouir les véhicules qui sont en face, tout simplement. Donc là, c'était réponse A. Question 40. Dans cette situation, j'accélère et je passe. Réponse A. Je freine et je m'arrête. Réponse B.
Dans tous les cas, quand j'ai un feu qui clignote comme ça, je dois m'arrêter. D'accord? Donc là, je freine et je m'arrête. Réponse B. Et comme promis, je vous mets donc ici, vous n'avez plus qu'à cliquer pour aller sur mes vidéos de conduite. Ça vous aidera donc pour tout ce qui est le thème du conducteur et puis avoir de l'expérience un maximum pour éviter de faire des heures de conduite en plus.